Le 9 février 2020 se tient à Los Angeles la 92e cérémonie des Oscars. Ce soir-là, un film est sur le point de marquer l'histoire. Parasite remporte 4 prix sur ses 6 nominations: meilleur film, réalisateur, scénario et meilleur film en langue étrangère. Premier film coréen de l'histoire à être ne serait-ce que nommé dans la moindre catégorie aux Oscars, Parasite va devenir le premier film non anglophone de l'histoire à remporter l'Oscar du meilleur film. Quelques mois auparavant, il s'était déjà offert la prestigieuse Palme d'Or à Cannes. Derrière ce triomphe absolu se cache un cinéaste, Bong Joon-ho. Réalisateur aussi influent que discret, il a su au fil des années devenir une des références du cinéma coréen. Mais comme toujours, avant d'en arriver là, il y a un long, très long parcours. Bienvenue donc dans ce nouveau format, intitulé Filmoscope, dans lequel on s'intéressera à la filmographie intégrale, et plus largement au parcours personnel d'un ou d'une cinéaste en particulier. Et pour inaugurer ce format, on parle donc de Bong Joon-ho. Bong Joon-ho naît le 14 septembre 1969, dernier d'une fratrie de 4 enfants. Il grandit dans une famille déjà bien tournée vers les milieux artistiques. Son grand-père maternel, Park Tae-won, était un auteur de renom lors de l'époque coloniale japonaise. Cependant, il quittera son pays pour la Corée du Nord en 1950 et ne rencontrera donc jamais son petit-fils. Autre lien artistique, le père de Bong Joon-ho, qui était professeur de graphisme et d'art à l'université et finirait même directeur de l'Institut national du film. Bong Joon-ho grandit dans un pays extrêmement instable politiquement. La révolution d'avril, qui va donner vie à la Seconde République, a lieu quelques années avant sa naissance et elle est encore fraîche dans les esprits. Mais à peine le temps de s'habituer à ces changements que se succèdent un coup d'état militaire, puis la 4e, la 5e et la 6e République. À ses 18 ans, le futur cinéaste a ainsi déjà connu 5 républiques différentes, des régimes démocratiques, militaires et autant d'idéologies opposées. Il ne fait donc aucun doute que grandir dans cette instabilité constante l'a fortement marqué et forgera les critiques politiques et sociales acerbes qui marqueront sa filmographie. Dès sa jeunesse, Bong Joon-ho va d'ailleurs s'investir dans les mouvements qui frappent son pays. Étudiant en sociologie, il participe activement aux manifestations étudiantes de la fin des années 80 et finit plus d'une fois sous les gaz lacrymogènes de la police. Cela dit, même s'il se souvient de longues nuits de débats en groupe à refaire le monde, à organiser les prochaines manifestations et à boire, Bong Joon-ho déclarera plus tard « Je ne suis pas le genre de personne qui aime être coincé dans un groupe. Donc même au milieu de manifestations, je finissais par partir et j'allais seul au cinéma voir un film. » Au-delà des manifestations, la période universitaire prend un tout autre tournant lorsqu'en 1992 commencent à arriver les premières cinémathèques et que la Corée s'ouvre de plus en plus à la culture internationale. Ils fondent alors avec des camarades un club ciné qu'ils appellent Yellow Door. Dans les films que le cinéaste cite comme ayant marqué sa jeune vie de cinéphile, il y aura notamment Orfeo Negro de Marcel Camus, Cure de Kiyoshi Kurosawa, Le salaire de la peur de Clouzot ou encore La servante de Kim Ki-young. C'est en tant que membre de ce club que Bong Joon-ho réalisera ses 2 premiers courts-métrages. Un court en stop motion, Looking for Paradise, qui met en scène un gorille voulant s'évader d'une cage, et son premier court live-action, intitulé Baeksaekin ou White Man. S'il est très dur de se procurer Looking for Paradise, White Man est disponible en intégralité sur YouTube. Tourné en 16 mm, ce court d'une vingtaine de minutes raconte l'histoire d'un employé de bureau à la vie bien rangée qui voit son monde basculer lorsqu'il découvre un doigt coupé sur son parking. Premier point intéressant, la toute première phrase de ce film est en français. C'est si bon. Le court-métrage s'ouvre sur une publicité pour un jus de fruits avec le slogan « C'est si bon » répété à 2 reprises. Si l'on peut y voir l'image d'une Corée s'ouvrant à l'Occident, on peut également penser que l'amour de Bong Joon-ho pour le cinéma français n'y est pas pour rien. La voix off d'un journal télévisé aborde des scandales financiers et écologiques, et cette voix reviendra plusieurs fois durant le court-métrage, traduisant déjà un début de critique de la perversité du capitalisme par le jeune cinéaste. Autre point qui annonce la suite de sa filmographie, un humour noir
froid, déconcertant, qui s'affirme sans retenue, frôlant même l'absurde. D'un point de vue technique, que peut-on retenir ? Le cinéaste pose là encore plusieurs points qui annoncent son style. Tout d'abord, sa façon de filmer longuement les réactions de ses personnages afin de faire monter le suspense avant de nous dévoiler ce qu'ils regardent. On voit également des mouvements de caméra étonnamment fluides pour un projet étudiant. Il joue déjà avec la verticalité des espaces urbains, annonçant une opposition sociale par l'architecture qui connaîtrait, on le sait, son sommet des années plus tard avec Parasite. Ça et là, on trouve même de vraies idées fortes sur le plan esthétique, et les tout derniers plans sur des enfants pauvres jouant dans la rue apportent une délicatesse inattendue. Est-ce que c'est une grande réussite pour autant ? Pas vraiment. Le rythme est lent, très lent. Le style est un peu froid et poseur, là où son cinéma embrassera plus tard quelque chose de bien plus vibrant. Et au-delà de quelques plans prometteurs du concept original, ce qui manque le plus, c'est l'humain. Le personnage ici, c'est une fonction incarnant différents messages et symboles, mais Bong Joon-ho ne maîtrise pas encore l'art d'envelopper son message derrière des personnalités crédibles, attachantes, marquantes. Il ne donne pas de chair à son personnage. Pour la petite anecdote, Bong Joon-ho lui-même ne mâche pas ses mots quant au projet. En interview pour Vulture, il décrira son court-métrage comme étant un film foutrement stupide et ennuyeux. Cela dit, ce court-métrage avait déjà tapé dans l'œil d'un certain Park Chan-wook, qui produirait plus tard Snowpiercer avec sa boîte Moho Film. Alors qu'il travaillait en tant que technicien sur une petite production au début des années 90, un membre de l'équipe lui lance « J'ai enfin trouvé un court-métrage qui va te plaire ». Après avoir vu White Man, Park Chan-wook déclarera avoir été instantanément fasciné par l'humour grotesque du film. Après s'être fait la main sur ce projet, Bong Joon-ho démarre une formation de 2 ans à la Korean Academy of Film Arts. Il y réalisera 2 autres courts-métrages, Memories in My Frame et Incohérence. Memories in My Frame dure à peine plus de 5 minutes et raconte l'histoire d'un petit garçon à la recherche de son chien ou du souvenir de son chien. Le court est caractérisé par sa sobriété. L'image est lumineuse, colorée, en revanche la caméra est essentiellement statique. Le court-métrage compte 4 plans fixes, dont 2 durant quasiment 1 minute chacun. De plus, le plan fixe d'ouverture et celui de conclusion filment exactement la même chose, mais avec un sens rendu différent par le récit. Ce style quasi naturaliste permet de donner un réalisme touchant à un récit très court. Bong Joon-ho filme déjà l'enfance avec énormément de tendresse, de mélancolie, un style qu'il embrassera à nouveau dans plusieurs de ses longs métrages. Loin d'être le court-métrage le plus impressionnant du cinéaste, c'est celui que je préfère. Pour sa simplicité, sa finesse, c'est un exercice de style délicat et totalement maîtrisé. Incohérence est à sa sortie l'œuvre la plus longue de Bong Joon-ho puisqu'il dure 1 demi-heure au total. Cette fois-ci, on suivra les méfaits de 3 personnages que rien ne semble lier. Là encore, le cinéaste s'amuse, s'exerce sur la technique et gagne clairement en fluidité de narration avec ses différents personnages. Alors on en est là, un jeune auteur prometteur, mais qui n'a clairement pas fait un coup d'éclat de génie dès ses premiers courts-métrages, et qui en 2000 se voit enfin offrir l'opportunité de réaliser son premier long-métrage. On y découvre de très nombreuses thématiques qui reviendront ponctuer la filmographie du cinéaste. Comme dans Okja, le réalisateur aborde la moralité de ses personnages sous le prisme de leur rapport aux animaux. Comme pour Parasite et la plupart de ses autres films, Barking Dog s'attache à mettre en scène l'injustice. Pas seulement au sens social ou juridique. Non, ce que le film annonce, c'est la leçon qu'on pourra tirer de la plupart des récits du cinéaste. La vie est injuste. Faire le bien, comme Yeon-nam, n'est pas forcément récompensé. Faire le mal, comme Yeon-ju, n'est pas forcément puni. Et tout ce cirque d'humanité est abordé avec un détachement acide et jovialement cruel qui témoigne de tout l'humour acerbe du cinéaste, son amour de la tragédie sans pathos et de la comédie tragique dans la droite filiation du théâtre absurde. Pour la petite anecdote, le film étant fait avec les moyens du bord, l'appartement du personnage principal était tout simplement l'appartement dans lequel vivait Bong Joon-ho à l'époque. Pour s'attacher à l'amoralité de son film, ou en tout cas à l'absence de morale rédemptrice, Bong Joon-ho s'intéresse de près à l'hypocrisie humaine et à nos contradictions. Le gardien de l'immeuble se plaint d'être moins bien traité que les chiens des résidents, mais mange leurs chiens à la moindre occasion.
Le personnage de Yeonju se plaint que personne ne respecte les lois du pays, alors qu'un peu plus tard dans le récit, il offrira lui-même un pot de vin pour tenter d'accéder à l'emploi qu'il convoite. De son côté, Yeonnam est peut-être investi dans une quête positive en cherchant à rattraper le voleur de chiens, mais même ses bonnes actions sont motivées par une envie de gloire. Elle voit avec cette enquête l'opportunité d'enfin accéder à la célébrité dont elle rêve tant. À vrai dire, on observe une vraie symétrie dans la construction des deux personnages. La quête professionnelle de Yeonju, qui le pousse à commettre des horreurs, et la soif de célébrité de Yeonnam, qui la lance sur une quête qui ferait d'elle l'héroïne valeureuse et récompensée dans n'importe quel film à la morale plus classique, reposent sur les mêmes ressorts scénaristiques. Une course au sommet dans un monde injuste, où toutes les règles sont transgressées et donc aucune victoire n'est méritée. Cette symétrie est reflétée par la mise en scène, avec notamment de nombreux gros plans de réaction sur nos deux personnages qui ont un effet miroir, ou encore un parallélisme dans l'utilisation du travelling latéral. Notons enfin que dans le récit du gardien concernant Boiler Kim, le fantôme d'un homme intègre qui entrait les lieux, on retrouve également l'idée fondatrice du cinéma de Bong Joon-ho, selon laquelle le capitalisme se construit très littéralement ici sur les corps et l'espace de vie des plus faibles. Les sous-sols de Parasite, les wagons arrière du Snowpiercer, les égouts de The Host, etc. Alors évidemment, Barking Dog a les défauts d'un premier film. Quelques soucis de rythme, une écriture parfois maladroite, l'envie de jouer avec plusieurs registres et plusieurs thèmes, qui constituent, on le sait, l'ADN du cinéma de Bong Joon-ho, mais avec beaucoup moins de maîtrise pour ce premier essai. Cela dit, entre les vraies trouvailles de mise en scène et les nombreuses promesses de l'écriture, tout ce qui allait faire du cinéaste un auteur passionnant et indispensable était déjà présent. Si les courts-métrages ne dévoilaient que des promesses au compte-gouttes, Barking Dog Never Bites nous permet d'assister à la véritable naissance artistique du cinéaste. Si l'accueil critique est globalement positif, Barking Dog passera inaperçu lors d'une année 2000 surchargée de films indépendants acclamés pour le cinéma coréen. Au box-office local, la performance est clairement décevante avec environ 100 000 entrées au total, un flop évident. À vrai dire, ce qui sauvera le projet sur le long terme, c'est son tour de festival à l'international, qui lui permettra de sortir dans plusieurs territoires à l'étranger. Pays après pays, Barking Dog gagne un petit succès d'estime et parviendra même à rembourser son budget plus de 2 ans après sa sortie initiale en Corée. Et exactement à la période où son premier film éponge enfin ses dettes, Bong Joon-ho lance le tournage de son second long métrage. Dans un monde libre, l'individu est sommé de se réaliser socialement en ne s'appuyant que sur lui-même. Débrouillard A, jamais. Il est le promoteur de sa vie, le constructeur de sa vie et le gérant absolu de sa vie. De plus, parmi une profusion de modèles identitaires éphémères, l'individu est enjoint à se forger une identité personnelle, individuelle. Et dans un système capitaliste accordant une valeur immense au travail et à la notoriété, cette construction sociale et identitaire passe par une reconnaissance professionnelle et médiatique qui modifie le regard d'autrui et procure un profond sentiment d'exister. Exister, c'est être perçu. Est-ce au George Berkeley ? Ainsi, Barking Dog Never Bites met en scène 2 projets d'existence. L'un professionnel à travers le personnage du chômeur universitaire, l'autre médiatique à travers le personnage de l'employé précaire. L'un cherche la paye, l'autre cherche la fame. Hey. En tentant à tout prix d'obtenir un poste de professeur ou de passer à la télé, les 2 personnages expriment chacun à leur manière un puissant désir de visibilité. Noyés dans un environnement fluide constitué de grands ensembles et de transports en commun, ils rêvent de se faire regarder, elles rêvent de se faire remarquer. Je suis Erwan Kerok de Hcast, le podcast du cinéma asiatique, et je vais vous parler de Barking Dog. Les aboiements lointains d'un roquet qui écho dans un complexe d'immeubles bon marché, un aspirant professeur dont la titularisation dépend d'un pot de vin, et une employée du syndicat de l'immeuble désireuse d'aider son prochain et de devenir célèbre. Tel est le trio au centre de cette comédie noire qui, comme d'habitude chez Bong Joon-ho, ne saurait se limiter à un quelconque genre cinématographique.
Au début des années 2000, je pense que je n'avais jamais vu de toute ma vie un film coréen. Ce qui s'est passé, c'est que Oldboy est arrivé sur le devant de la scène grâce au Grand Prix du jury à Cannes. Et quand j'ai découvert ce film, ça m'a fait un électrochoc. J'ai voulu en voir plus, j'ai voulu en savoir plus, et je me suis véritablement plongé dans le cinéma sud-coréen. Rapidement, j'ai découvert Memories of Murder, donc le second film de Bong Joon-ho. Et une des choses que je faisais et que je fais encore aujourd'hui, c'est que dès que je découvre un film que je trouve incroyable, j'ai envie d'en savoir plus sur l'auteur, j'ai envie de découvrir ce qu'il a fait avant. Alors Barking Dog, de ce que je me souviens de mon premier visionnage, c'était une expérience assez génial en fait. J'avais pris beaucoup de plaisir à voir le film parce qu'il y avait cette liberté de ton qui était encore toute neuve, toute nouvelle, cette énergie qu'on retrouvait finalement nulle part ailleurs à travers le monde, en tout cas dans le paysage cinématographique que moi je connaissais. Et c'est vrai qu'il y avait cette liberté de ton qui mélangeait violence, humour, critique sociale, qui sont des genres et des thèmes que Bong Joon-ho visite et revisite constamment. Donc si Barking Dog c'est un film qui a de la valeur en soi, c'est un film qui peut être touchant, qui est drôle, qui est très enlevé, même s'il y a de petites longueurs, c'est notamment en fait, quand on regarde le reste de la filmographie de Bong Joon-ho, qu'il est intéressant de revenir à ce film pour voir en fait les fondations du travail de ce metteur en scène. On peut déjà noter son attrait pour le film policier, on a les mêmes figures qui reviennent constamment, on a la figure de l'attardé mental qu'il utilise à foison, on a cette façon qu'il a de se moquer de la fausse respectabilité des personnages et de montrer que finalement les moins éduqués sont peut-être ceux qui ont encore toute leur humanité. Il parle du pouvoir qui corrompt, de l'envie du pouvoir qui corrompt. Et puis on a un scénario de Bong Joon-ho en fait qui est extrêmement bien construit et qui parvient à être passionnant du début jusqu'à la fin grâce à déjà une maîtrise de l'absurdité et du suspense qui fait tout le sel de sa filmographie. Donc si le film ressemble néanmoins plus à un court-métrage étudiant étendu qu'à un véritable film encore tout à fait maîtrisé, ça reste un voyage passionnant dans l'esprit d'un metteur en scène en train de se construire. Et je pense que n'importe quel fan qui se respecte de Bong Joon-ho devrait voir Barking Dog, si ce n'est pour être témoin de l'évolution d'un des plus grands réalisateurs modernes. Lors d'une conférence de presse en septembre 2002, le cinéaste explique que ce projet, dont le tournage commence à peine, est construit en partie comme une réflexion sur l'échec de son précédent film. En effet, Memories of Murder s'intéresse en grande partie à la notion d'échec, de quête, ne menant à rien. Et pour la petite anecdote, selon des rumeurs, Park Chan-wook était initialement pressenti pour réaliser un film sur le fait divers qu'adapte Memories of Murder. À la même période, Bong Joon-ho était lui pressenti pour adapter le manga Oldboy. Les deux cinéastes ont finalement échangé les deux projets pour le résultat historique qu'on connaît dans les deux cas. Mais alors Memories of Murder, de quoi ça parle ? Inspiré d'une affaire criminelle ayant secoué la Corée à la fin des années 80, le film raconte la traque d'un violeur et tueur en série par deux policiers aux méthodes radicalement différentes. Sur le papier, un synopsis assez classique de film d'enquête qui semble annoncer quelque chose d'assez codifié et attendu. Sauf que, si jamais des doutes subsistaient quant à l'originalité du cinéma de Bong Joon-ho, ce deuxième essai va achever de le cimenter en tant que cinéaste unique, inclassable, qui ne répond qu'à ses propres codes. Et tous les ingrédients de son précédent film sont de retour, avec encore plus de maîtrise et de virtuosité. Humour grinçant, absurde, changement de registre, pure séquence de comédie, enquête sérieuse, touche horrifique, drame humain, tout y est. Déjà sur la forme, le style visuel de Bong Joon-ho s'affirme un peu plus radicalement encore. Avec Memories of Murder, il confirme un talent esthétique qu'on lui pressentait. Des plans symétriques, une capacité à faire respirer son cadre, à sublimer des paysages vides, des images simples. Loin de l'élégance quasi baroque de son compatriote Park Chan-wook, Bong Joon-ho s'attache à une forme de réalisme esthétique. La campagne est filmée sans artifice, le commissariat est délabré, les habitations rustiques. Il filme sa Corée sans filtre, d'un œil acerbe, souvent critique, sans pour autant verser dans le misérabilisme. Et c'est cet équilibre délicat entre brûlot réaliste et moments de poésie esthétisée qui fait toute la saveur de ses plans. Comme on le pressentait dès ses premiers courts-métrages, Bong Joon-ho affectionne les longs plans fixes, les séquences construites avec un minimum de coupe pour favoriser l'immersion du spectateur dans son univers. Les gros plans pour la réaction présents des White Man déploient ici toute leur puissance dramatique. Barking Dog laissait présager son inventivité folle pour jouer sur la profondeur d'une image, et il le confirme superbement avec ce film. Bong Joon-ho, c'est l'art de dynamiser l'image, d'avoir toujours quelque chose qui se passe sur les différentes échelles du plan, que ce soit pour des effets comiques ou de tension. Par ce moyen, le cinéaste peut se permettre des plans bien plus longs, sans jamais avoir l'impression d'étirer inutilement ses séquences et sans perdre en intensité de rythme. L'œil du spectateur se trouve ainsi dans une sorte de jeu ludique,
avec comme défi de percevoir tous les enjeux qui s'annoncent et se jouent à l'arrière-plan. Autre point, le basculement entre les registres est plus évident que jamais sur la première séquence de meurtre filmé nous permettant d'entrevoir le tueur. Subitement, le film, qui avait un ton relativement léger compte tenu des thèmes abordés, nous prend par surprise. La poursuite filmée du point de vue de la victime nous donne l'impression d'être traqué personnellement. À l'image de cette femme quittant son foyer paisible, on quitte un récit jusqu'alors sans encombre pour être saisi par la brutalité de la séquence. Bong Joon-ho joue évidemment sur l'obscurité, le paysage, mais aussi sur le son, avec les sifflements qui annoncent la présence du tueur. Plus qu'un film d'horreur, cette menace que l'on entend de loin, avant qu'elle ne surgisse de la végétation et se jette vers la caméra, emprunte clairement ses codes au film de monstre. Une façon peut-être d'annoncer déjà son prochain film. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le cinéaste déclarera lui-même à propos de The Host, c'est une histoire d'enlèvement dans laquelle le kidnappeur se trouve être un monstre. A l'inverse, dans Memories of Murder, c'est une histoire de monstre dans laquelle le monstre se trouve être un homme. En plus de l'horreur de la situation, cette séquence nous annonce un point majeur du film. La police fait erreur en tentant de rationaliser les actes du prédateur. Cette femme a beau changer de couleur de manteau pour ne pas porter le rouge des victimes précédentes, elle sera quand même traquée. Le mal n'a rien de rationnel, l'horreur n'a rien de rationnel. Un mal qui n'a pas de visage, que l'on ne peut pas capturer et qui se propage. Un mal qui erre encore lorsque le film s'achève, rappelant le public à une réalité bien plus terrifiante que n'importe quel effet de mise en scène. D'ailleurs, qu'il s'agisse de la méthode absurde de l'inspecteur Park, croyant à l'instinct, aux signes, se voyant plus chaman que policier par moments, ou de l'enquête scientifique et rationnelle de l'inspecteur Seo, aucune solution ne fonctionne. Si Park semble perdu d'avance tant il manque de rigueur professionnelle et de respect pour les victimes, Seo et sa modernité, sa mentalité des grandes villes, échouent à comprendre son environnement, se laissent aveugler par une quête de preuves qui ne mènera nulle part. Encore une fois, le mal ne peut pas être rationalisé. Bong Joon-ho se sert de ce fait divers lugubre et irrésolu à la sortie du film pour nous parler de bien plus qu'une enquête. Ce qui l'intéresse, c'est le malaise et la brutalité du corps social coréen. Je voulais parler des limites de notre pays et notre société à travers ce film, en mettant en scène les échecs tragiques des inspecteurs qui ont travaillé sur l'affaire. Le malaise de cette violence est incarné tant du côté du meurtrier que de la police. À l'image de ce jeune homme handicapé mental qui se voit longuement brutalisé par les policiers avant d'être relâché l'air de rien, sans la moindre excuse ni le moindre remords. Pire encore, quand ces mêmes policiers se rendent au restaurant tenu par les parents du jeune homme, le père reste sagement soumis aux officiers, les accueille chaleureusement, ponctuant chaque phrase par les formules de politesse d'usage. Impossible de ne pas voir ici la rage sous-jacente de Bong Joon-ho et de sa génération d'étudiants en colère qui ont vécu quotidiennement les violences policières, la brutalité des hiérarchies et la violence sociale profondément ancrée dans les traditions et les mentalités de leur pays. Cette violence sociale, c'est aussi celle que subit l'officier Kwon, une policière compétente qui mène un interrogatoire pertinent, relève l'indice des chansons à la radio, mais qui est traitée comme une subalterne, limitée à servir le café à ses collègues masculins. Nice! Good idea! Utilisée comme un appât pour le tueur, elle n'est jamais reconnue pour son courage et ses compétences. Le détective Park a beau être notre personnage principal, Bong Joon-ho en dresse un portrait sans concession. Certes, le personnage va évoluer au cours du récit, mais initialement, il s'agit d'un petit officier incompétent, arrogant, qui court après la reconnaissance en estimant qu'elle lui revient de droit, de par son métier, son âge, son genre, sa position sociale. La satire ne l'épargne pas, mais elle est évidemment plus virulente à l'égard d'un système social permettant à ce type de personnalité d'opérer. Bong Joon-ho nous rappellera d'ailleurs que le système se charge de paralyser l'évolution de ces sujets. Alors qu'ils prennent enfin l'affaire à cœur, qu'ils cherchent désespérément du renfort pour sauver la vie d'une potentielle victime, nos officiers apprennent que tous les gendarmes sont mobilisés pour réprimer les manifestations. La question que semble alors poser le film est la suivante. Un État qui passe son temps à brutaliser son peuple par habitude, par convenance, peut-il engendrer autre chose que des monstres ? D'ailleurs, n'est-ce pas au retour de son service militaire, soit une fois devenu un bon citoyen coréen ancré dans son système social, que notre présumé coupable serait devenu un monstre sanguinaire ? Le final se construit avec un effet miroir de la scène d'ouverture. Park sur les lieux du crime, interpellé par un enfant. Mais si la séquence d'ouverture présentait un décalage absurde et comique, la conclusion est bien plus sombre et terrifiante. Le regard de Park au bord des larmes le rappelle que le mal circule encore. Qu'il n'a pas été arrêté cette fois-ci et qu'il ne le sera jamais totalement.
À sa sortie, Memories of Murder sera une véritable révolution. Non seulement un triomphe critique, mais un succès colossal au box-office coréen avec plus de 5 millions d'entrées, le plaçant de loin comme le deuxième plus gros succès commercial de 2003 dans le pays. Le succès est tel qu'il sauve même sa maison de production Sidus Pictures de la faillite. Considéré par beaucoup comme un des meilleurs films de l'histoire du cinéma coréen, ce second long métrage place du jour au lendemain Bong Joon-ho sur les devants de la scène comme un cinéaste majeur de sa génération. Bonjour à toutes et à tous les abonnés de Cinéscope. Johan Orzulik, rédacteur pour la chaîne YouTube Le Ciné Club de Monsieur Bobine de Julien Pavageau. Alors, Memories of Murder est un film très important à mes yeux pour beaucoup de raisons. Alors, toutes les énumérer serait impossible. Je vais donc essayer de faire de mon mieux et essayer de pas trop dire de la palissade. Quand vous étiez comme moi habitué à plus d'une décennie de thrillers apocalyptiques qui cherchaient à refaire Seven de David Fincher et que vous découvrez cette campagne et ces petits patelins très réalistes dans lesquels ont lieu ces crimes, ça tranche tout de suite avec les mégapoles auxquels mon regard de jeune spectateur était jusqu'alors habitué. Pour rester sur l'ambiance, Memories of Murder se voulait réaliste, mais conservait une approche immersive, en multipliant les détails à l'écran qui rendaient palpable l'absurdité tragique de certaines situations. Je pense notamment à la scène de crime où les preuves disparaissent parce que l'équipe n'a pas pensé à mettre un périmètre de sécurité. Alors des choses comme ça, il y en a régulièrement dans le film, et elles contribuent à nous faire adopter un point de vue qui est décalé sur les événements, tout en faisant adopter le point de vue des enquêteurs. Ces derniers sont présentés comme des bras cassés, leur application de la loi n'est pas exempte de défauts, bien au contraire, au point que cela leur sera fatal. Mais c'est aussi un groupe soudé, un vrai collectif sur lequel est fondée toute la dynamique du récit. Les décors contribuent également beaucoup à cet état de fait et permettent de mieux faire ressortir les liens qui unissent ces personnages, aussi dysfonctionnels soient-ils. Là encore, ça tranchait avec l'individualisme auquel j'étais très habitué dans les polars. Ça donne une approche qui est, on pourrait dire, tragicomique et qui est pour beaucoup dans l'empathie qu'on peut éprouver pour cette équipe. C'est vraiment cette notion de collectif présentée sous diverses facettes qui m'a fait adorer le film à l'époque, même si je n'arrivais pas à mettre les mots dessus à l'époque. Par ailleurs, on retrouve également la dynamique du duo de flics que tout oppose. Encore une fois, c'est pas nouveau, il y avait ça aussi bien dans Chien enragé de Akira Kurosawa que dans L'Arme fatale de Richard Donner. Mais le talent de Bong Joon-ho, c'est d'avoir retravaillé cet archétype pour le faire sien, et avoir réussi à retranscrire toute l'évolution de ce duo à travers l'action et non par le verbe. Je pense notamment à la course-poursuite nocturne dans les ruelles, qui est une des scènes qui m'avait le plus marqué lorsque j'avais découvert le film pour la première fois et qui illustre ce que je viens de dire parfaitement. J'apprécie énormément l'évolution du duo principal, Seo Tae-yoon qui est méthodique et qui finit par succomber à ses impulsions, tandis que Park Do-man va délaisser son côté bourru pour faire appel à la réflexion. Tous ces éléments finissent par rendre l'enquête particulièrement communicative par-delà l'écran. Puis il y a bien sûr le fait d'avoir mêlé cette enquête aux événements ayant secoué la Corée. Cependant, je crois que ce qui m'aura au final le plus marqué, c'est bien l'aspect mélancolique de l'ensemble. Voir cette enquête qui restera jamais un mystère et la manière dont cette dernière va marquer durablement Park Do-man. D'un côté, l'enquête l'aura obligé à devenir quelqu'un d'autre, mais il restera à jamais marqué par cette série de meurtres qui n'auront jamais de résolution, du moins dans la fiction. Je dois avouer que la scène finale reste à ce jour l'une de mes fins préférées de l'histoire du cinéma. Elle retranscrit parfaitement l'humanisme bridé du personnage et par extension celui de Bong Joon-ho. Par ailleurs, c'est un film qui a une importance toute particulière pour moi, puisque c'est ce film-là que m'avait fait découvrir l'un de mes professeurs de cinéma au lycée, Monsieur Daniel Pelligra, qui fut mon premier contact avec Bong Joon-ho, et plus généralement le cinéma sud-coréen, et sans lequel je ne serais sans doute pas là aujourd'hui en train d'enregistrer ce message. Alors quand on a frappé si fort du second coup, comment revenir au sommet ? On le saura 3 années plus tard avec son prochain long métrage. Mais on en a déjà largement assez vu pour aujourd'hui, alors on se dit à la semaine prochaine pour la deuxième partie de la carrière d'un cinéaste qui n'a pas fini de nous passionner. C'était le tout premier épisode de Filmoscope, je remercie du fond du cœur Putacritique, Erwan du Hcast et Johan de Monsieur Bobine pour leur participation passionnante. Foncez découvrir leur chaîne ou leur podcast si vous ne les connaissez pas. En attendant, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, me dire pour quel cinéaste vous aimeriez que je fasse les prochains épisodes. On se dit à très bientôt pour la seconde partie avec plein d'invités, une fois de plus.